C'est avec un grand plaisir que nous vous retrouvons pour un nouvel épisode de votre émission L'art de la rédaction. Ici, nous utilisons des mots pour former des phrases et des phrases pour produire des textes avec un seul objectif, l'esthétique littéraire de la production écrite. La rédaction d'un mémoire constitue l'une des dernières étapes marquant la fin de cycle de licence ou de master. Si vous êtes étudiant en fin de cycle et vous vous demandez comment faire de votre mémoire une référence, ne cherchez pas plus loin. Ici, à SOE TV, nous avons pensé à tout. Nous avons un invité spécial qui partagera avec nous toutes les techniques nécessaires pour réussir la rédaction d'un mémoire. Restez avec nous pour le découvrir et bénéficier de toute son expertise. Juste après cette pause, l'art de la rédaction, écrivons bien. Je vous ai annoncé tout à l'heure sur ce plateau que nous avons un invité spécial. Monsieur Younous Wele, directeur général de Oyo Media Plus. Bienvenue à vous. Merci. Vous portez plusieurs casquettes. Vous êtes enseignant de français. Vous êtes le président directeur général de l'entreprise Oyo Media Plus qui a en son sein plusieurs filiales dont SOE TV, mais aussi SOE Rédaction. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire rapidement sur les services qu'offre SOE Rédaction? Alors, je vous remercie d'abord pour l'honneur que vous me faites en intervenant sur ce plateau. Alors, SOE Rédaction, comme vous l'avez su le dire, c'est une structure qui appartient à Oyo Media Plus. SOE Rédaction est une agence de rédaction professionnelle et académique qui intervient aussi dans le domaine de la correction, la relecture, la documentation, l'informatique, l'impression. Donc, globalement, c'est ce qu'on peut retenir de SOE Rédaction. D'accord. Quand vous étiez en train de présenter les offres de SOE Rédaction, vous avez parlé de la relecture, de l'accompagnement et de tout ce qui va avec. Et le thème de notre émission porte sur la rédaction de mémoire. Qu'est-ce qu'un mémoire académique? Alors, un mémoire, comme vous l'avez aussi dit, vous avez complété mémoire académique. Oui. Donc, cela voudra dire que un mémoire est un document académique qui est rédigé par un étudiant. Et en fin de cycle universitaire. Ça peut être la licence, ça peut être le master, le BTS, et même dans certaines écoles professionnelles, c'est admis que l'on puisse, à la fin donc, de son cursus, puisse écrire un mémoire. En termes clairs, un mémoire est un document scientifique qui montre la capacité de l'étudiant à réfléchir, à mener une recherche approfondie, à poser une question pertinente, à pouvoir identifier un problème sur lequel il travaille, un problème à travers lequel il va constituer des données, analyser, interpréter, en arriver à une conclusion et apporter des solutions pour répondre à cette problématique, pour répondre à une préoccupation, pour répondre à une opposition ou à une contradiction ou à une problématique. Donc, ça veut dire que le mémoire, en quelque sorte, au-delà d'être un simple document, permet de voir clairement la capacité de réflexion de l'étudiant. Alors, l'autre chose qu'il faut comprendre quand on parle de mémoire, il faut dire que le mémoire regroupe plusieurs éléments. Avant qu'on ne parle d'un mémoire, il faut qu'on puisse constater certains éléments. Oui, justement, nous allons y revenir. Voilà. Donc, sinon, globalement, comme je le disais, c'est ce en quoi consiste véritablement un mémoire. Un mémoire. Et comme vous venez de le dire, vous venez de le souligner, le mémoire a une certaine structure, le document a une certaine structure, donc il regroupe plusieurs éléments. Nous aimerions savoir quels sont ces éléments-là qui sont contenus dans un mémoire. Alors, comme tout travail, il faut une logique. Et le mémoire aussi répond à cette problématique-là. Pourquoi? Parce que lorsqu'on prend un mémoire, d'abord, il faut un sujet. Un sujet. Le premier élément clé, c'est d'abord le sujet. Maintenant que vous parlez de cela, j'aimerais revenir sur ça. Parce qu'on entend très souvent dire mon thème de mémoire, mon thème de mémoire. Quelle est la différence entre un thème de mémoire et un sujet de mémoire? D'accord. Je pense même qu'on ne va pas parler de thème de mémoire. On va plutôt parler de sujet. Pourquoi? Le thème. On peut considérer, on suppose que vous travaillez
dans un domaine, vous avez fait la communication. C'est un exemple. Oui. Vous pouvez travailler sur une thématique, le marketing digital. Oui. Ça, c'est le thème. Oui. Maintenant, le sujet répond à plusieurs éléments. Il faut le qui, le quoi, le où. Oui. Marketing digital. Maintenant, puisque c'est le thème, le sujet revient à quoi? Je peux dire par exemple, je vais dire n'importe quoi, l'impact du marketing digital sur la performance économique des entreprises privées. Deux points par exemple, cas de tel ou tel. Ça, c'est le sujet. Ça, c'est le sujet. Donc, la différence, c'est que le sujet détaille. Oui. Alors que le thème est un élément ou un domaine, si on veut. Justement. Donc, c'est le détail du thème qui donne le sujet. Oui. Donc, voilà la différence. C'est justement sur cela que je voulais insister pour dire, quand on est étudiant, en fait, on n'a pas un thème de mémoire. Le sujet qu'on libelle, ce n'est pas le thème, mais c'est plutôt un sujet de recherche et non un thème de mémoire. Merci beaucoup. En effet. Donc, j'en parlais. Et après le sujet, l'on pense à la problématique. Oui. Lorsqu'on a le sujet, il faut la problématique. Oui. Alors, après la problématique, la revue de littérature. Oui. Après la revue de littérature, naturellement, il faut des objectifs, des hypothèses, une méthodologie également, des résultats et enfin des suggestions. Globalement, ce sont les éléments clés, les éléments essentiels qu'on doit impérativement retrouver dans le mémoire. C'est vrai qu'il y a d'autres éléments, le résumé et tout ce qui va avec, mais les éléments clés dont on a besoin dans un mémoire, c'est ce dont je venais de parler. Et la première des choses, c'est de formuler le sujet de recherche. Comment le formule le sujet de recherche? Alors, le plus souvent, ça fait partie des éléments, des erreurs que commettent assez d'étudiants. Le sujet, d'abord, je vais revenir sur ça avant donc de donner un exemple. Un sujet, d'abord, pour qu'il soit pertinent, il ne faut pas qu'il soit vaste, flou, non délimité ou mal délimité. Et le plus souvent, on prend un sujet et il est trop vaste. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tenir compte de la pertinence, du constat que l'on a fait sur le terrain. C'est à partir du constat que tu as fait sur le terrain que tu te dis, j'ai fait ce constat, il y a ce problème, il y a cette question-là, il y a cette contradiction-là sur laquelle je voudrais travailler. Maintenant, l'autre chose que j'aime dire, c'est de partir des objectifs SMART. Pour déterminer un sujet pertinent, il faut partir de la spécificité. Ça, c'est le S. Il faut que le sujet soit mesurable. Le M. Atteignable. Le A. Maintenant, il faut que le sujet soit réaliste. Il ne faut pas choisir un sujet parce qu'il faut choisir, mais il faut se dire, est-ce que ce sujet est véritablement réaliste? Ça, c'est le R. Et le T, temporel. Pourquoi? Parce que vous avez beau choisir un sujet, quoi qu'il soit pertinent, si vous ne pouvez pas le développer, mener une recherche approfondie dans le temps imparti, ça veut dire que vous n'avez fait qu'un travail vain. Donc, il faut la pertinence du sujet. Et l'autre chose, comme je l'ai dit il y a quelques instants, lorsque vous commettez un sujet, il faut qu'on y retrouve le qui, le quoi, le où. Je donne un exemple. On va prendre le domaine des sciences de l'éducation et de la formation. Je dis, réussit la grammaire de texte en classe de 3e au collège d'enseignement général d'application. Le quoi, c'est la grammaire de texte. Le sujet. Ça, c'est le quoi. Le qui, quelle est la cible? Le sujet concerne qui? C'est bien entendu les élèves de la classe de 3e ou au collège d'enseignement général d'application. Maintenant, le comment et les pourquoi peuvent trouver leur réponse à l'intérieur du mémoire. Comment réussir? Pourquoi réussir? Pourquoi les apprenants doivent réussir? Donc, vous aurez les réponses là dans le mémoire. Mais il faut que votre sujet puisse répondre quoi, qui et où. Quelqu'un qui dit la grammaire du texte en classe de 3e. Point barre comme sujet, c'est vaste. C'est assez vague. Ce n'est pas délimité. Donc voilà comment l'on peut véritablement faire asseoir un bon sujet. L'on peut véritablement faire asseoir un bon sujet et après avoir assis un bon sujet, il faut faire une problématique. C'est quoi la problématique?
Alors, la problématique, il faut dire que c'est le centre du mémoire. Je dirais même l'épicentre du mémoire. Parce que quand on a déjà le sujet et qu'on pose mal la problématique, ça veut dire que votre travail est bâclé. La problématique part du problème réel identifié sur le terrain. Oui. La problématique, c'est la question centrale à laquelle le mémoire viendra répondre. Oui. Si quelqu'un prend votre document, le lit et n'arrive pas à répondre à la problématique, à la question centrale, ça veut dire que vous, soit le mémoire est mal fait, soit la problématique est biaisée. Maintenant, la problématique répond à certains critères. Oui. Alors, c'est vrai qu'on a parlé de la question centrale, mais il ne suffit pas de prendre une question centrale et puis voilà, de la loger tout simplement dans le mémoire. Il faut une logique, une certaine chronologie qui vous conduit à la question centrale. Le premier élément, c'est le contexte général sur le phénomène. Il faut inscrire ou contextualiser le sujet du point de vue global. C'est-à-dire faire une rédaction. Tout à fait. Oui. Après ce paragraphe ou après cette partie, la suite, il faut le constat problème. Oui. Parce que vous étiez sur le terrain, dans un cadre de recherche donnée, et vous avez fait un constat. Lorsque vous faites un constat, vous identifiez un problème réel. Et c'est à partir de ce problème réel-là que vous posez maintenant la question. Mais bien avant la question, après le contexte, suit maintenant le constat problème. Il y a la justification du problème. Oui. Il faut justifier le problème. Mais justifier le problème, il ne suffit pas tout simplement de dire, voilà la raison pour laquelle c'est tel problème ou tel problème. Il faut faire appel à certains auteurs qui ont abondé d'une ou d'autre manière dans le même sens que votre sujet ou que votre problématique. Oui. Et là, ce n'est pas semblable à la revue de littérature où il faut emmagasiner, mettre assez d'auteurs. Quelques auteurs pour venir justifier le problème, attester, montrer ou appuyer du moins ce que vous êtes en train de dire. Pour montrer que c'est réaliste aussi. Tout à fait. Oui. Et ce qui vient, c'est maintenant les questions. Et les questions sont en deux volets. Oui. Le premier volet, la question centrale, et le second volet, les questions spécifiques. Voilà comment la configuration donc, de la problématique se fait. Et après cette question centrale et ces questions spécifiques, il y a un autre volet. Oui. Les hypothèses, les objectifs de recherche. Tout à fait. Comment est-ce qu'on formule les hypothèses de recherche? Alors, les hypothèses, j'aime dire, et d'aucuns le disent, oui. C'est la réponse provisoire oui. aux questions posées. Parce que quand vous avez posé des questions au niveau de la problématique, il faut, pour que le travail ait un sens beaucoup plus scientifique, il faut des réponses provisoires à ces questions-là. Oui. Donc, ce sont ces questions, réponses provisoires qui sont des hypothèses. Oui. Ce qu'il faut comprendre, l'hypothèse, c'est vrai que dans d'autres circonstances, mais pour l'heure, ce dont nous parlons, ce qui doit être fait, les hypothèses doivent être libellées à la forme affirmative, de type déclaratif. Oui. Et quel temps verbal on utilise pour les... Au niveau du temps, c'est le présent. Normalement. Parce que quand vous libellez l'hypothèse, c'est vrai que une hypothèse, on sous-entend que on n'a pas encore la confirmation, mais on va à la recherche des informations pour venir confirmer ou infirmer. Et l'autre chose, cela ne veut pas dire forcément que, puisque c'est une hypothèse, on viendra forcément la confirmer. On peut l'invalider. Maintenant, il faut que impérativement les hypothèses aient un lien direct à chacune des questions de la problématique. Oui. Ça veut dire quoi? L'hypothèse centrale est une réponse provisoire à la question centrale. Oui. Chacune des hypothèses spécifiques est une réponse provisoire aux questions spécifiques. D'accord. Donc, voilà comment les hypothèses doivent être libellées. C'est-à-dire que le nombre de questions spécifiques égale au nombre d'hypothèses spécifiques. Tout à fait. Mais si nous prenons toujours l'exemple du sujet sur les sciences de l'éducation et de l'information que vous avez donné, qu'est-ce qu'on peut dire comme question centrale, hypothèse centrale, juste pour donner un exemple? Comme question centrale, j'avais parlé de réussir la grammaire de thèse. En classe de troisième. En classe de troisième. Comme question centrale, je peux dire tout simplement, là le sujet est clair et puis voilà, la question se voit tout de suite. Oui. Comment réussir
la grammaire du texte en classe de 3e au sujet d'application. Là, c'est la question centrale. Ça, c'est la question centrale. Et comment on formule l'hypothèse là? Au niveau de l'hypothèse, comme la question est comment, oui. Je dois partir de comment. Peut-être, je peux dire, je donne un exemple terre à terre. Oui. La variation des méthodes d'enseignement peut aider à réussir la grammaire de test. Vous voyez? Oui, oui. J'ai juste dit ne pas plus pour qu'on sache comment partir de la question centrale à l'hypothèse centrale. L'essentiel, c'est de pouvoir, lorsqu'on pose la question, qu'on sente que la réponse ou l'hypothèse est une réponse directe à la question. Comment? Donc, si je dis comment, ça veut dire la réponse doit pouvoir avoir un lien avec le comment. Oui. Faire si peut aider à réussir. C'est-à-dire, je réponds à comment. Donc, voilà comment il faut. Il faut formuler les hypothèses de recherche. Tout à fait. En dehors des hypothèses de recherche, on voit les objectifs de la recherche. Au niveau des objectifs, les objectifs consistent à aller chercher ou aller comprendre le sujet ou la problématique. Donc, ça veut dire quoi? La première des choses que je vais dire en relation avec les objectifs, c'est de comprendre que les objectifs sont énoncés à partir des verbes d'action, à l'infinitif. Oui. Et l'autre chose que je voudrais mentionner, c'est que dans un objectif, il n'y a qu'un seul verbe d'action. D'accord. C'est-à-dire quoi? Je dis analyser, identifier, comparer, décrire, démontrer, montrer. Ce sont ces verbes-là qui sont des verbes d'action. Maintenant, on ne devrait pas retrouver dans un objectif deux verbes, plus d'un verbe d'action. Sinon, puisque c'est un objectif, on n'a qu'une seule action. Oui. Et chaque objectif, qu'il soit central ou qu'il soit spécifique, doit avoir un lien avec les hypothèses et les questions. Oui. Donc, ça veut dire l'objectif général est directement lié à l'hypothèse centrale et l'hypothèse centrale liée à la question centrale. Donc, il y a un lien entre... Un lien logique. Et il y a certainement des erreurs que les étudiants répètent souvent lors de la rédaction de la problématique ou encore de la formulation des questions de recherche, des hypothèses de recherche ou des objectifs de recherche. Quelles sont ces quelques erreurs-là? Bon, je ne vais pas peut-être mettre l'accent sur ces éléments, mais globalement, quand on parle de mémoire, il y a d'abord, comme je l'ai mentionné, le mauvais choix du sujet. Et je pense que j'ai eu l'occasion d'en parler. Après le mauvais choix du sujet, c'est la mauvaise gestion du temps. Parce que la gestion du temps a un impact, qu'il soit direct ou indirect, sur le travail. Si la gestion du temps est mal faite, ça veut dire que le temps qu'on prendra pour mieux réfléchir sur les hypothèses objectives problématiques, on n'aura pas ce temps-là pour approfondir les réflexions. Et donc, du coup, par conséquent, on fait un travail bâclé. Donc, la gestion du temps, surtout la procrastination, il faut commencer petitement, même si c'est 30 minutes qu'on prend par jour pour faire un travail, c'est bon. L'autre chose, c'est la faiblesse méthodologique. On n'aura pas peut-être, sur d'autres occasions, on pourra en parler, mais la faiblesse méthodologique, parce que, vous savez, les étudiants pensent que, c'est vrai que la méthodologie est universelle, parce que c'est un travail scientifique, mais vont copier la méthodologie de X et mettre dans leur mémoire sans pour autant voir est-ce que la méthodologie que l'autre a utilisée et c'est en adéquation avec son sujet, est-ce que c'est la même chose? La méthodologie que je suis en train d'utiliser et que j'ai copiée d'une autre personne est en adéquation, en rapport avec mon sujet, avec ma problématique, mais c'est ça aussi. Donc, il faut comprendre et maîtriser la méthodologie que l'on utilise. Ça, c'est une autre erreur que les étudiants commettent. L'autre chose, c'est le manque d'accompagnement. Ce n'est pas pour rien, on attribue des encadrants. C'est pour orienter, guider la réflexion. Les étudiants. C'est vrai que parfois, ils sont submergés, ils sont occupés, que le temps ne permet pas véritablement. Mais l'étudiant ne doit pas se limiter à la simple orientation. Il y a des aînés, par exemple. Il y a ceux-là qui ont déjà travaillé sur la mémoire et qui ont déjà travaillé sous le tutorat, peut-être du même encadrant. Pourquoi
pendant que l'encadrant oriente l'étudiant, l'étudiant doit aussi chercher à avoir beaucoup plus d'informations chez les aînés, chez des personnes ayant plus d'expérience à les accompagner. Oui. Alors, pour finir, ce que je vais dire, c'est globalement la maîtrise de la rédaction. Parce que c'est vrai que dans les universités, on enseigne cela, mais combien d'étudiants sont appliqués à véritablement commencer un mémoire et se dire, bon, voilà comment il faut le rédiger et finir. Donc, le conseil que je vais donner, c'est de s'inspirer des autres, lire beaucoup, ne pas forcément faire le plagiat, mais lire les autres. Et aujourd'hui, sur l'Internet, pas forcément aller copier-coller, on peut avoir des ouvrages, des documents, même du point de vue physique, on peut avoir des documents qui soient à même d'accompagner l'étudiant dans la bonne rédaction de son document scientifique. Oui, il y a des bibliothèques pour ça. Tout à fait. Et on peut avoir la chance de lire les mémoires dans des institutions d'ailleurs. Tout à fait. Et avant de mettre fin à cette causerie, j'aimerais savoir si vous avez d'autres informations à ajouter ou à partager avec nous. D'autres informations, l'autre chose, il y a le nous. Quand on lit des mémoires, on trouve nous, notre recherche, nous sommes appuyés, nous. Non, c'est un travail scientifique. On n'en a pas besoin. Si vous mettez le nous ou bien le je, c'est comme si vous personnalisez un travail scientifique. Un travail scientifique est universel. Ce n'est plus pour vous. Un travail scientifique n'est pas pour vous. Et donc, vous devez rester dans la logique où, à la rigueur, réduire la personnalisation. Et c'est-à-dire utiliser quel pronom? Il est constaté que il se trouve que il apparaît clairement que la recherche, cette étude, au lieu de notre étude, vous voyez, l'autre chose, c'est le temps. D'aucuns se demandent quel est le temps qu'il faut utiliser pour présenter les résultats, pour faire une analyse, pour montrer les théories, c'est le présent. Pour annoncer le plan, au niveau, par exemple, de l'introduction, c'est le futur simple. Oui. Pour, par exemple, présenter les informations, ou du moins la revue de littérature, on utilise le passé composé. D'accord. Maintenant, pour revenir sur des aspects anciens ou des théories anciennes, on peut utiliser l'imparfait. Oui. De toute façon, c'est le mode indicatif. Le mode indicatif, tout à fait. Mais l'essentiel est que vous sachiez, quand je suis à telle étape, voilà le temps qu'il faut utiliser. Oui. Vous voyez? Donc, vous ne pouvez pas utiliser pour la présentation des résultats ou l'analyse maintenant, vous utilisez par exemple le futur, ça n'a pas de sens. Mais il faut le présent. À ce niveau-là. Pardon? Je dis à ce niveau-là, il faut le présent. Il faut le présent. Et ça donne beaucoup plus de pertinence et une certaine rigueur scientifique au travail. Merci. Donc, c'est pour le moment. Il y a beaucoup de choses, mais je crois qu'on aura l'occasion de développer d'autres aspects. De développer d'autres aspects, bien sûr. Et nous avons été ravis de vous écouter sur ce plateau, donner ces informations sur le libellé du sujet de recherche, la problématique, la formulation des hypothèses, des objectifs et des questions de recherche. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, nous avons eu le plaisir d'accueillir sur ce plateau M. Younous Wele, président directeur général de Oyo Media Plus. Il nous a expliqué ce qu'est un mémoire, une problématique de recherche, ainsi que la manière de formuler les questions de recherche, les hypothèses et les objectifs de la recherche. Nous espérons que ces informations vous seront d'une grande utilité. Cette émission est également le début d'une série consacrée à la rédaction de mémoire. Si vous avez des préoccupations particulières, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Comme d'habitude, nous serons ravis d'y répondre lors de notre prochaine émission. D'ici là, portez-vous bien.